bueno, dentro del programa de doctorado en comunicación hemos invitado a venir a estos conferenciantes, que enseguida os presento, que han tenido una intervención ayer o antes de ayer en Sevilla también, en este mismo marco, y aquí, pues, muchas gracias. Van a realizar unas relativamente breves intervenciones. Digo relativamente breves porque son gente que sabe mucho y por cierto han preparado cada uno un montón de transparencias, ¿no? Pero se van a moderar. Que básicamente de lo que se trata es de que nos permitan conocer en qué consiste la comunicación en África. En las distintas intervenciones van a abordar pues tanto el estado de los medios de comunicación, grosso modo hablando, es decir, cómo se produce, cómo se desarrolla, etcétera, cómo explicarnos cómo es la enseñanza de la comunicación en África, también las principales tendencias de investigación y algunos aspectos que inciden en la comunicación para el desarrollo, que como sabéis es una herramienta, la comunicación continuamente usada para lograr o contribuir al desarrollo de aquellas sociedades que presentan dificultades y bueno, ahí cabe hacer un balance porque entre lo que se pretende hacer y los resultados que se producen hay una enorme distancia, ¿no? Bueno, no me voy a entretener mucho más porque son ellos los principales que van a hablar. Por este orden van a hablar, a mi derecha está el profesor Missé, que es catedrático en la Universidad de Douala, en Camerún. Es una de las dos grandes ciudades del Camerún, en la capital económica del Camerún, y es uno de los dos grandes especialistas, él y otra persona, son los dos mayores especialistas en su país, en el estudio de la comunicación, y uno de los mayores especialistas de la comunicación en África. Hay una organización, en fin, una red que reúne a los investigadores africanos, y él, como los demás que están aquí sentados con nosotros, son los que tienen protagonismo con estas cuestiones. Plus ou moins, vous m'entendez, ¿no? Plus ou moins, pas trop, mais bon. Ok. Yo hablo para vosotros en español. Ahora os menciono la dinámica que vamos a seguir. A mi izquierda está sentado Sergio Teófilo Balimá, que es catedrático en la Universidad de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, que como sabéis es un país limítrofe con el Sáhara por debajo, el Sahel, y es una persona con un currículum también extremadamente largo, es un tipo extremadamente interesante, con muchas experiencias en su vida. No todas las puede contar aquí, lógicamente, pero me refiero a experiencias profundas, vitales. Por ejemplo, fue ministro en un gobierno trotskista durante un tiempo y tal, en su país, ¿no? Bueno, es una experiencia. Y a mi derecha se encuentra Bertrand Cabedos, que es catedrático de comunicación en la Universidad de Grenoble, en Francia, pegadito a los Alpes, y es además titular de el director de la red Orbicom, que es la red mundial de cátedras UNESCO de comunicación. En muchos países, por ejemplo en la Universidad de Málaga, hay una cátedra UNESCO de comunicación, ¿no? En muchos otros lugares. Quien coordina esa red de todas las cátedras de comunicación del mundo es Bertrand Cabedos, que es también un gran experto en la comunicación y con mucha profundidad en la comunicación africana, especialmente el África francófona, podríamos decir, pero bueno, eso incluye muchas decenas de millones de habitantes y muchos investigadores de mucho interés. Yo me voy a callar. La dinámica va a ser, si os parece, ellos van a hacer una intervención en francés o inglés, English or French. ¿Quién habla inglés? English. Bueno, pues quienes podáis en English, if you prefer, you can in English. Entonces yo no traduzco, inglés lo entendéis todos, ¿vale? Si cuando se hagan en francés, hemos hecho los PowerPoint, los hemos traducido al español, para que podáis seguir con más facilidad el desarrollo de las intervenciones, ¿no? Y las que se hagan en francés, yo procuraré hacer una pequeña síntesis de lo que se esté diciendo. Pasadas 2 o 3 transparencias, pues yo contaré alguna cosilla. Entre tanto, tiene la palabra Missé, el profesor Missé. And you will speak in English or? I will try. Okay, vale. I may speak in a Cameroonian language also, if you don't mind. Well, I wish first of all to thank my colleague, Professor De Aguilera, for giving me the floor and the opportunity to come and talk to you guys. We have started a business almost 10 years ago
when he came in Douala for the first time for an international colloquium. And since then, we have kept being together. And I want to thank him for the opportunity given to me or to us to come and talk to you about what is going on in the other river of the Mediterranean Sea that you have here. So not even a speech, the discussion will focus on communication in Africa, the state of the art, the agenda, and the constraints. We will discuss then, as I said, the state of the art, the agenda, the institutional position of communication in Africa, teaching, diplomas, research, new media, and what you guys call now traditional media. I say you guys because I don't understand. When you say traditional media, are you saying even the media, indigenous media in my country, or just the press and the television? Well, and so that is one of the questions. And we will see all this communication business, how it does impact development, if at all it does. Okay. So in terms of agenda, I can say we do not have a determined agenda in communication, be it for research or for teaching. And for, so what do? We teach, we try to explain to our students what we got from authors in the Western world, especially the American functionalist sociologists like Schramm and others. For the third part of communication activities, we have what we call support to development. And here also we don't have local priorities as such. The activities are carried on following the needs, global needs. For instance, within the United Nations, when they go to Millennium Development Objectives, then communication activities follow that area. When they say health for all, in 2000, as they said, communication activities will follow just to bring, to provide the support. I have listed some of the programs. You have, okay, you have them. At national level now, everything derived from these global programs, meaning that once we have defined development millennium objectives, globally at national level, we will have our own planning and development programs on those issues. And when at the global level we are over the issues, at national level, communication activities also go over the issues. Now, in terms of conception, how do we get to communication activities? Most of the time, the agenda is drawn out of Africa within the United Nations system. Development agencies like the WHO, World Health Organization, United Nations Children and Education Fund, NUDP, FAO, UNESCO, and so on. And at the level of the whole African continent, the United Nations have a central commission, a regional commission. I think I might, okay, the Economic Commission for Africa. That is where everything is matured and developed and planned. And then we have the World Bank and so many multilateral agencies.
the European. Lo que está queriendo decir es que buena parte de la investigación sobre comunicación en África no se decide en África, sino que se establece fuera por estas asociaciones. Okay. So we have the institutional part of it, and then we have meetings, international meetings. Every program that have been developed where communication gets involved generally is developed from an international meeting. For instance, the International Conference for Population and Development held in Cairo in the 90s, or the Rio Conference on Climate and Environment, the Rome conferences, the roundtables on communication for development. For communication policies, meetings organized all over the world. We had one in Yaoundé also in the late 70s, organized by UNESCO on communication policies in Africa, another one in Windhoek on journalism. So these are places where communication agendas are developed, and as you can see, we do not have that much to decide from ourselves. Que no deciden ellos, en pocas palabras, se decide todo fuera con intereses externos y determinados. So after the decision made by the United Nations and all the other agencies, we developed some issues amongst ourselves. For instance, for the Africa Union, they are very active in animal health, all transboundary animal diseases, where communication provides a lot of support for that. And we have our economic commissions for Africa. We have 5 commissions. We also developed some years back what we call the Lagos Action Plan for the Development of Africa. And now the new Partnership for Economic Development of Africa that we have, and a research institution like CODESRIA. Okay. That is for the state of the art, institutionally speaking. Now, it is difficult. Pardon. Si tu veux, tu parles en français. Ah, je voulais parler dans une langue camerounaise maintenant. Oui, ok. Bien. Es el mío. Pues nada, No. las transparencias están en español, ¿eh? Yo os hago un resumen si queréis. Donc, sur le plan institutionnel, comme c'est marqué, en Afrique, anciennement colonie anglaise, la communication a très vite trouvé sa place. Ils ont de très grandes universités, de très grandes facultés de communication. Alors, ce n'est pas le cas pour l'Afrique francophone. La discipline qu'on appelle les sciences de l'information et de la communication est apparue très tard dans nos universités en Afrique francophone. Je crois que Serge va confirmer, c'est la dernière discipline apparue. En el África anglófona tiene mucha facilidad, o sea, hay desarrollo de los estudios de comunicación, pero en África francófona es un problema. Es la última disciplina aparecida, o sea, la última ciencia que se imparte en las universidades francófonas. Donc, ce que nous avons eu jusqu'à très récemment, jusqu'au début des années 90, c'était 2 écoles de journalisme, créées l'une en 1970 à Dakar et la deuxième en 1972 à Yaoundé. Hasta hace poco solo 2 escuelas de periodismo, una en Dakar y otra en Yaoundé, que es la capital de Camerún, como sabéis. D'accord, pour former les journalistes qu'on disait préparés pour accompagner les activités de développement. Donc c'était le journalisme de développement dans ces 2 écoles. Y todo lo que el periodismo que se enseñaba era el periodismo para ayudar a la comunicación para el desarrollo, que se establecía desde fuera, por cierto, las agendas de comunicación. Bien. Sur le plan légal, l'enseignement, la recherche en communication en Afrique s'est inscrite dans le processus de Bologne.
Donc nous suivons le cycle LMD, licence, master, doctorat. Siguen las mismas orientaciones, grado, máster y doctorado que se establece en Bolonia. Ce qu'on va dire aussi maintenant, c'est qu'il y a peu d'établissements qui sont spécialisés pour la communication. Par exemple, quand j'arrive ici, je trouve faculté de sciences de l'information, faculté de sciences de la communication. Ça, c'est difficile en Afrique francophone. Nous avons des cas très rares. Par exemple, à Yaoundé, au Cameroun, nous avons 10 universités d'État. Il y a un seul établissement, une seule des universités qui a un établissement pour les sciences de la communication. Bueno, que aquí es muy fácil encontrar facultades de comunicación, han proliferado, incluso demasiado diría yo, mientras que allí, de las 10 universidades estatales, en Camerún, solo una tiene estudios de comunicación. Donc, généralement, c'est dans les départements. C'est-à-dire, ceux qui ont eu beaucoup de chance dans ces universités, à la faculté de sciences, de lettres, ou à la faculté de sciences de gestion, il y a un département de sciences de la communication. Que normalmente no es una facultad, sino solo un departamento, quien se ocupa de la comunicación. Voilà, en gros. Donc, il y a quelques établissements aussi qui donnent des cours d'option en communication, mais c'est surtout pour les techniques de rédaction. Donc, voilà sur le plan institutionnel ce qu'on a comme dispositif. On va aussi dire que même dans la hiérarchie universitaire, les spécialistes, les professeurs de communication n'ont pas de place. N'ont pas de place jusqu'à toutes les autres disciplines sauf la communication, dans les recteurs, les vice-recteurs, etc. On n'a pas. Sí, que no les hacen hueco ninguno a los profesores de comunicación, no. Diría que a diferencia de esta universidad, que va a tener un rector de comunicación. Bien. Alors maintenant, pour ce qui concerne les enseignements, nous avons 2 filières. La filière académique et puis la filière professionnelle. Alors, les filières académiques sont des formations longues, en principe. Et le travail, l'enseignement porte sur la réflexion sur les métiers. Par exemple, le travail des journalistes ou des experts de relations publiques ou de la publicité. On réfléchit sur leurs travaux et on sort des savoirs. Et les pratiques professionnelles des autres agents sociaux, par exemple les hommes politiques, les dirigeants des régions décentralisées, nous essayons d'analyser, on essaie d'analyser leurs activités pour essayer de donner du sens. Vale, hay 2 grandes sectores en la formación, una la de los establecimientos públicos que tienen, bueno, una tradición de estudios relativamente semejante a la que nosotros tenemos en nuestro país, de reflexión de las prácticas, etcétera, y el sector privado. Más o menos esto es lo que aparece en las transparencias, grosso modo. D'accord. Maintenant, pour les formations professionnelles, là-bas, on forme au métier. C'est-à-dire on forme des journalistes, des documentalistes, des experts en publicité. Là, on forme vraiment au métier. Y en las privadas profesionales solo se forma en materia de profesión, técnicas de periodismo y tal, sin reflexión por detrás. Voilà. Alors, où est-ce qu'on les forme? Dans les établissements d'accueil. Les filières académiques, c'est dans les facultés, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans les départements, dans les facultés et dans les écoles qui existent. Tandis que dans les filières professionnelles, beaucoup d'universités privées et d'instituts privés d'enseignement supérieur ont été autorisés pour faire l'enseignement en sciences de la comunication. Así que en lo público hay solo lo que os decía antes, de una sola universidad con un departamento de comunicación, mientras que en lo privado hay montones han autorizado bastantes escuelas que enseñan puramente las técnicas de trabajo comunicacional. Alors, dans ces formations au métier, généralement, c'est des formations courtes, c'est-à-dire le baccalauréat plus 2 ans
pour avoir un diplôme que nous appelons le brevet de technicien supérieur. Vale, para estas formaciones profesionales son bachillerato más 2 años y con eso obtienen un título que es título de formación superior, brevet, que no sé lo que significa, pero vamos, título de formación superior. Et nous formons aussi en sciences de l'information. Donc nous formons en sciences de la communication surtout, mais nous avons quelques formations en sciences de l'information. Par exemple en édition, en documentation ou en archivistique. Sí, bueno, que ellos no solo, es que es una distinción del mundo francés, no solo trabajan en ciencias de la comunicación, que es lo que nosotros entendemos por lo general, sino que ellos también tienen algo de ciencias de la información, que se relaciona con documentación, archivística y edición, básicamente lo que para nosotros es biblioteconomía y documentación, es lo que ellos llaman ciencia de la información. Y sí, c'est biblioteconomía y documentación en general. Ah, d'accord. Bien. Ce qu'on peut dire aussi, dans l'organisation des études, il n'y a pas de formation en alternance dans ces filières professionnelles. Les arrangements, c'est de faire que les cours se tiennent en fin de journée et puis jusqu'au milieu de la soirée pour permettre aux gens qui travaillent, parce que généralement c'est des gens qui travaillent qui viennent améliorer leur cursus, qui viennent dans ces formations professionnelles. Vale, que las formaciones profesionales son casi siempre a mitad de tarde o noche para que la gente que está trabajando pueda formarse, porque casi todos los estudiantes son trabajadores que quieren adquirir un grado o un título mediano, título medio, ¿no? Et donc pour la recherche, les chercheurs, les doctorants que nous avons, on essaye de les amener à réfléchir, comme j'ai dit tout à l'heure, sur les objets, les faits de communication, mais aussi sur les pratiques professionnelles, à la fois en sciences de l'information, en sciences de la communication et aussi en sciences de l'information. Donc nous couvrons un certain nombre de secteurs, la communication médiatique, mais la communication des organisations est la filière la plus demandée maintenant, de plus en plus demandée. Donc on est passé de l'intérêt pour le journalisme à un intérêt très développé pour la communication des organisations. Donc pour donner un exemple, j'ai 300 étudiants en master, 200 veulent faire la communication des organisations. Él tiene 300 estudiantes en máster en la Universidad de Douala, que es una de las dos que imparte estas cosas. Tiene 300 estudiantes de máster. En lo de 80%, ¿no? Bueno, la gran mayoría quieren estudiar comunicación organizacional, relaciones públicas y tal, este campo que aquí también tiene una altísima demanda, ¿no? D'accord. Maintenant, les diplômes, qu'est-ce que nous délivrons comme diplôme? Nous allons du plus grand diplôme au plus petit, dont nous délivrons des habilitations à diriger des recherches. Et ensuite, les doctorats PhD, les masters, les licences, les brevets de technicien supérieur. Alors vous voyez là, HDPT, ça c'est une filière, comme nous aimons beaucoup les diplômes chez nous. Non, c'est là. On a fini HDTP. Nous, on aime beaucoup avoir les diplômes, donc, mais nous disons que quelqu'un qui a suivi une formation technique, c'est-à-dire qu'il a le BTS, il ne peut pas venir en licence académique. Il va en licence professionnelle. Et à partir de là, il va faire le master professionnel. Comme la demande est très forte, nous voulons toujours les diplômes dont le gouvernement a dit, OK, on va maintenant préparer le doctorat professionnel. Donc, en fait, à l'université, nous avons deux corps. Les gens qui ont fait la recherche, qui font les études universitaires normales, et puis les techniciens de tous les métiers qui arrivent, donc qui reçoivent l'habilitation à diriger les travaux pratiques. C'est-à-dire ils ne sont pas professeurs au même titre que nous, mais ils arrivent à un niveau où, quel que soit, enfin, ils font carrière à l'université. Vamos a ver, lo que está diciendo es que la Universidad de Camerún y en buena medida del África francófona, porque es un modelo bastante semejante, inspirado en el modelo francés a su vez,
aunque no esta cuestión, hay dos grandes campos. Un campo muy vinculado con la reflexión, la investigación, la comprensión de fondo, completa, amplia, de lo que es la comunicación, y un campo mucho más profesionalizado que por lo general está ocupado por, asisten a ello gente que está trabajando y que quiere obtener una titulación, ¿no? Pero el número de esas personas que obtienen un título profesional es un número creciente. Y se ha habilitado una doble vía, el gobierno camerunés al menos ha habilitado una doble vía para atender a esos estudiantes. Por un lado están los que van obteniendo el máster y el doctorado oficial y se convierten en enseñantes cualificados en la enseñanza universitaria, y por otro lado están los que tienen una especie de título intermedio, que son personas habilitadas para dirigir proyectos y trabajos profesionales, es decir, es una especie de profesor solo centrado, solo cualificado o solo con permiso para dirigir máster, etcétera, trabajos de máster en el nivel de la formación profesional. No sé si me he explicado suficientemente, ¿sí? Más o menos, ¿no? Bien. Donc ça c'est pour le diplôme. Maintenant pour les effectifs, d'abord les effectifs des enseignants. Il y a très peu d'enseignants, très peu de cathédraticos en communication. Il y en a très peu. Je ne sais pas si on compte sur toute l'Afrique francophone. On en parle avec Serge. Si on est 20, je ne suis pas sûr qu'on peut faire 20. 20 a toute l'Afrique francophone. Oui. De catedráticos. O sea, como mucho 20 catedráticos en toda el África francófona, catedráticos, o sea, un nivel superior de enseñantes, ¿no? No se puede desarrollar mucho. Les étudiants maintenant, la demande de formation en communication est très forte. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, à Douala, le département de communication a le tiers des effectifs de toute la faculté des lettres. C'est-à-dire que nous avons 3000 étudiants. 3000, pas 2000. 3000 étudiants. 3000. C'est-à-dire l'effectif Puesto quand la faculté a 9000. O sea, que un tercio de los estudiantes de la Facultad de Letras son de comunicación, y tiene solo en el departamento de comunicación de Douala, gente que quiere estudiar comunicación, que yo he dado ahí varias conferencias, 3000 personas. Alors ça pose beaucoup de problèmes, Para comme 20 vous pouvez catedráticos de toda l'imaginer. África francófona. Es un problema. Ça pose beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette demande de formation-là? Est-ce que, etc. Bien. Alors, après avoir formé les étudiants, donc, ils ont leur diplôme, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, on va parler des débouchés. Ils vont dans la fonction publique, Salidas profesionales, débouchés. qui recrutent des journalistes pour la presse, la radio, la télévision et les médias en ligne. Donc, soit au ministère de la communication, soit dans tel ou tel ministère, ou bien à la télévision publique. Et à part la fonction publique, il y a quelques étudiants qui s'installent à leur propre compte. Donc, qui ont créé... Autoemploi. Voilà, l'auto-emploi. Así, es algo que se conoce muy bien en España, que aparte de los trabajos en el servicio público, que están ahí detallados, parecidos a los nuestros, autoempleo. Como en España, que además, por desgracia, quizás. Maintenant, dans le secteur privé, le journalisme, toujours les relations publiques, les directeurs de communication, dans les projets et les entreprises, les experts en communication événementielle, les experts en publicité, les chargés de communication des grands projets de développement, si on veut dire. Donc il faut dire que nos formations bénéficient de la libéralisation du régime de la communication. Maintenant, la création des télévisions et des radios est libre. Donc ça fait beaucoup d'emplois. Vale, que tiene una ventaja, como ahora se ha liberalizado el sector de la comunicación en sus países, que antes era toda la comunicación, televisiones públicas, por ejemplo, ahora es libre la creación de televisiones, eso está dando mucho empleo, de televisiones, radios, periódicos, etc. Pero eso se acabará, porque aquí se acabó, por ejemplo, en Málaga, como recuerda Dolores. Voilà. Pour ce qui concerne maintenant la recherche, on a deux types de recherche.
On n'a pas trop de temps. Oui. Bueno, non, J'ai fini, ou alors je passe. Voilà. Donc, on a deux types de recherche. La recherche que je peux appeler la recherche fondamentale. Donc, on fait à l'université la réflexion sur les métiers, etc. Et on a la recherche appliquée pour aider les projets et les acteurs sociaux à rendre visible, à rendre compréhensible leurs projets. Bueno, allí, como en todos los lados, hay dos grandes tipos de investigación. Investigación fundamental, digamos la de reflexión de fondo, por así decirlo, y luego investigación aplicada, pues cómo resolver problemas de empresas, comunicación para la salud, como has hecho tú tu TFG, etc. Las dos grandes patas, investigación fundamental y aplicada, ¿no? D'accord. Maintenant, la question des vieux et des nouveaux médias. Quel est le rapport? Moi, ce que je dirais simplement, c'est qu'il n'y a pas de guerre entre les deux types de médias. C'est la coexistence. Et avec le développement contemporain, l'hybridation fait que, en réalité, le conflit ne peut pas exister. Ahora resumo porque eso no lo encuentro yo en las transparencias, ¿no? ¿Esa idea de la ancienne transparence, esa? Bueno, oui. No hay problema. Dice, lo que está diciendo es el balance, el equilibrio que hay entre los viejos y nuevos medios. No hay problema. Como en todos los demás lugares están coexistiendo y están encontrando lugar, tanto en la vida social, todo esto lo añado yo, porque como en nuestras vidas particulares, como en cualquier otro país, en Camerún y en cualquier lugar, hay nuevos medios y viejos medios. Y coexisten, se utilizan todos, cada uno con su trabajo, digamos, ¿no? Voilà, donc ce que je peux dire pour terminer ceci, c'est la réflexion vraiment qui est engagée, je crois, dans vos pays aussi, par rapport aux catégories des médias que nous avons connus jusque-là. Parce que maintenant, je peux lire mon journal à la télévision. J'ai El País, mais je peux le lire sur mon ordinateur. Alors, est-ce que c'est encore le journal tel qu'on m'a enseigné à l'école de journalisme? De temps en temps, j'ai l'émission de télévision, je peux la lire dans le journal, je peux la lire sur mon computer. Est-ce que c'est toujours... Donc, il y a toutes ces réflexions-là sur l'hybridation que nous suivons aussi avec intérêt. Je résume un peu. Oui. Lo que está diciendo es que, bueno, que ahora mismo, como en todos los otros lugares, hay una reflexión que se desarrolla bastante a fondo sobre cuáles son los límites entre unos y otros medios, los viejos y los nuevos, hasta qué punto se produce hibridación, hasta qué punto están cambiando las prácticas profesionales. Leer el periódico en el ordenador o en el mismo teléfono móvil, como hacemos todos, en fin, o casi todos por la mañana, esas prácticas comunicativas nuevas, hasta qué punto son periodismo, en qué medida dejan de serlo, cómo se está transformando. Una reflexión de fondo que se desarrolla entre los países y, por supuesto, también en el sur. Donc, je crois que c'est ça la grande préoccupation. Par exemple, pour la presse en matière de preuves, la photographie, quand nous avons étudié, la photographie était une preuve. Maintenant, avec la photo numérique, où il n'y a plus de négatif, toutes les photos qui sont faites ont le même statut. Le droit est en train d'évoluer, le droit de la presse, le droit de la preuve. De plus en plus, les images numériques ne sont pas acceptées. Donc, qu'est-ce qu'on va... Voilà la réflexion dans laquelle nous sommes engagés dans nos enseignements. Bueno, pone un ejemplo, que es un ejemplo también vigente, por supuesto, en nuestros países. Es el caso de la fotografía. La fotografía antes, el uso de la fotografía en periodismo tenía carácter casi de prueba, era un testimonio. Pero hoy no hay negativos, hoy no hay... cualquier elemento de esa fotografía es transformable, ¿no? Así, no sé si me explico con ello también, ¿no? Antes una fotografía era un testimonio casi inequívoco de algo que había pasado delante de una cámara, y para eso quedaba el registro del negativo y de la fotografía. Ahora, como todo eso es digital y todo eso es transformable y además desaparece instantáneamente, ¿en qué medida hay pruebas? ¿En qué medida cambia incluso el estatuto jurídico de la información o la incidencia de la información en lo jurídico? Me explico. Es decir, las reflexiones de fondo que se están manteniendo también en nuestros países, ¿no? Okay, merci. Alors, maintenant pour l'impact, tout ce que je vais dire, c'est que j'ai souvent du mal à répondre à la question de l'impact. Mais ce que je constate, c'est que nous restons tous emprisonnés dans la problématique des effets. Malgré les travaux de Berelson, de Lazarsfeld, etc., nous continuons à penser que tout ce que nous faisons a un effet
sur le monde qui nous entoure. Mais c'est normal, comme c'est notre métier, nous ne pouvons pas simplement avoir le courage de beurrer le son pour dire qu'on n'est pas sûr si ce que nous faisons produit quelque effet. Sí, vamos a ver, l'impact en général, o sea, en particulier dans le domaine du développement ou en général, ¿no? L'impact, comme la question qui nous était posée, c'est sur le développement. Ouais. Donc, le développement des médias, enfin, tout ce qu'il y a. Quoi. Sí, ouais. Sí. Bueno, entonces el tema plantea el problema del impacto, es decir, de la influencia que tengan los mensajes, por ejemplo, en materia de comunicación para el desarrollo. Hay montones de programas en sus países, por cierto, como recordáis, pues estaba en algunos congresos con ellos, en que hacen balance de quién propone, quién hace esos programas de comunicación para el desarrollo. Raramente se hacen en África, sino lo hacen instituciones evangelistas, por un ejemplo, instituciones norteamericanas casi siempre, Banco Mundial, etcétera. Bueno, en todo caso, se hacen montones de programas y el asunto está en medir el impacto, es decir, ¿tienen alguna eficacia? ¿Contribuyen a modificar en una u otra medida el desarrollo de aquellas sociedades? Él lo va a discutir el impacto de estos programas, pero diciendo que además la tradición de medir los impactos y decir, de hablar de la influencia de la comunicación, es la tradición esencial en el estudio de la comunicación. Desde los inicios del estudio norteamericano, los que recordáis lo que os hablaba esto en clase de teoría de la comunicación, lo que se ha hablado es de los efectos, la preocupación por los efectos de la comunicación, ¿no? Pero son casi imposibles de medir, es lo que él está empezando a decir. Casi imposible de medir. Lo que pasa es que hay que tener el mismo valor que tenía Bernard Berelson, ser una autoridad, para reconocerlo en público. O no hay efectos o son muy difíciles de medir. Okay. Maintenant, pour la contrainte, je crois que la principale contrainte, c'est l'image des sciences de la communication auprès des décideurs de tous les niveaux, niveau global jusqu'au niveau national. L'idée reste que la communication, c'est le journalisme. Que vous alliez à la Banque mondiale, quand on vous dit qu'on cherche un expert, vous regardez les termes de référence, c'est avoir fait le journalisme. Oui, c'est la transparence là-bas. Voilà, donc ça c'est en termes de contraintes, c'est ça. Maintenant, le défi, je crois que le défi pour nous, c'est de pouvoir sortir de cette image-là. Comment on va faire pour faire comprendre que la communication, c'est le journalisme, mais c'est aussi d'autres choses, d'autres corps de métier. C'est aussi la reflexión, etc. Vale, pues la principal limitación que tiene la comunicación allí es esa confusión en los conceptos tradicionales entre periodismo y comunicación. Las formas más antiguas, que es lo que pone ahí, más antiguas de entender la comunicación, son las que sigue pensando la mayoría de la gente que es lo que hay. Y el principal desafío para ellos es hacer comprender a la sociedad y a las autoridades de cada sociedad que la comunicación es mucho más y que comprende un montón de manifestaciones, ¿no? Un concepto un poco más amplio de comunicación, lo que hace falta, su principal desafío. Alors je vais terminer à ce niveau-là en laissant, si nous avons le temps de discuter, les deux questions sur lesquelles moi j'ai terminé, parce que je n'ai pas de réponse, de pouvoir discuter avec vous si ces questions se posent à vous aussi, et de voir ensemble quelle est la réponse que vous avez de ce côté-ci. Les deux questions sont? Les deux questions. La première, c'est que je dis que j'ai du mal à répondre sur l'impact. Et la deuxième question, c'est comment sortir de la contrainte. Vale, pues nada, dice que si queréis ahora o en otro momento y tal, si queréis debatir sobre estas cuestiones, él plantea dos problemas, dos dudas principales que él tiene, ¿no? La primera duda es que para él, como de hecho para cualquier otra persona, es francamente difícil responder con precisión sobre si los medios de comunicación o los mensajes que los medios trasladan tienen algún impacto, tienen algún efecto, y si lo tienen, ¿cómo se mide? ¿Cómo se dice con certeza que están teniendo impacto? Para él es una cuestión de importancia, vuelvo a definir. Esto es un tema que tiene mucha importancia en la comunicación para el desarrollo, en la que se mete mucho dinero. Si hay programas, pues ya os digo, de la UNESCO, del Banco Mundial, etcétera, meten un montón de dinero y luego ha servido eso para algo, ¿no? Es decir, los mensajes, tanto los de comunicación para el desarrollo como otros, tienen algún efecto entre la población. Y la segunda pregunta es...
La deuxième, c'est sur les contraintes, où j'ai dit que on n'est pas pris, c'est une discipline qui n'est prise au sérieux nulle part. Comment on peut faire pour... Vale, sí, vale. Okay. Y la segunda parte es que en su país y en muchos otros la comunicación no se toma en serio. Parece que es una cosa de chichinabo, que es vender humo, en fin. Problema relativamente común, plus ou moins común, relativamente común en otros sitios, aunque quizá aquí haya empezado a cambiar el estatuto, ¿no? Quizá aquí haya empezado a tomarse en consideración. ¿Queréis... ¿Funciona el sistema que estamos empleando? ¿Se siguen las...? ¿Sí? ¿Estáis pudiendo seguir bien, más o menos? ¿Queréis alguna intervención ahora o después? Donc je dis merci pour l'audience qui m'a été accordée. Pardon. Sí, no. Ça on comprend, je crois qu'on comprend. Je dis gracias. Gracias. Bueno, pues a continuación Bertrand Cabedos va a hacer su intervención. Buenos días. Hubiera hablar en español. Efectivamente, he estudiado español hace mucho tiempo y ahora creo que no me recuerdo de nada. Porque a mí me faltan las palabras y la gramática también. So I would like to begin my speech with this title, Social Media and Social Change in Africa, New Results and New Concepts. But because my friend and colleague Mise has done the tonality, I will try to talk in French, despite the fact that neither Spanish language, English language and French language are my native language. Je vais donc parler en français et je compte sur mon ami Miguel pour m'aider à traduire. Medias sociales y cambio social in Africa, en fait, c'est le titre d'une communication, ou plutôt d'un séminaire international qui nous réunit à peu près tous les 4 ans dans différentes régions du monde, Douala, Grenoble, et très prochainement, n'est-ce pas Serge, Ouagadougou, à défaut de Malaga, mais ça viendra. Sí. Mon collègue, oui. No, solamente que medios sociales y cambios sociales es el título de una intervención que se produce en el seno de unos seminarios que se vienen organizando desde hace años en Douala, el primero de ellos, Grenoble el segundo, Douala la tercera vez. Málaga tenía que haber sido hace 4 años, pero no se pudo por ciertas razones y quizá en un futuro hagamos un seminario sobre el cambio social y la comunicación en África, organizado en Málaga, y la próxima vez va a ser el año que viene en Ouagadougou, capital de Burkina Faso. Bien. Mon collègue Mise a insisté sur le cadre et le contexte à la fois institutionnel, administratif, social, et a commencé à pointer quelques éléments de réflexion théorique à partir de toute cette expérience d'enseignement et de recherche en Afrique, sur l'Afrique, avec l'Afrique. Je vais plutôt insister à partir d'une ambition démesurée sur l'évolution de la recherche à propos de ces mêmes questions. Vale, Mise ha hecho una introducción en la que se sitúa más o menos cómo es la comunicación y cómo se enseña, e incluso sobre, en cierta medida, lo que se investiga en África, y él va a profundizar en la investigación en comunicación en África. Alors, je vais privilégier le temps long pour tenter de sortir de l'opportunisme conjoncturel, ce que nous avons l'habitude d'appeler le règne de l'actualité. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est très ambitieux, hein, mais à la lumière de tous ces colloques, est-ce qu'on peut aujourd'hui commencer à dessiner quelques tendances lourdes de la recherche et quelques évolutions de la recherche, toujours sur l'Afrique, avec l'Afrique, et bien évidemment en Afrique. Sí, el enfoque que él va a priorizar en esta intervención
es más allá de los enfoques cortoplacistas que ven los resultados que se producen en términos inmediatos, va a intentar ver el largo plazo, el tiempo largo, las tendencias de medio o largo plazo que van dibujándose en la comunicación en África, sobre África y desde África. Alors, l'état de la recherche provisoire que je vais tenter de faire est inspiré de toute une série de colloques auxquels nous avons participé les uns les autres. J'ai parlé du colloque de Douala, dont la dernière édition était en avril 2014. Toute une série de travaux auxquels j'étais associé par l'European Science Foundation Media in Europe, mais concernant l'Afrique. L'Association of Researchers on Communication in Beyrouth, et je serai dans 10 jours, je serai à Beyrouth où nous ferons le point nouveau. Des travaux qui ont été publiés également par l'Institut de recherche du Maghreb contemporain en Tunisie, des travaux qui ont été publiés à l'Université Saint-Louis du Sénégal, et toute une série d'autres travaux, et notamment il y a 15 jours, nous travaillons avec nos collègues de la Communication University of China de Beijing, où on a essayé aussi de faire le point, toujours à propos de l'Afrique, sur cette recherche. Bueno, lo que viene a decir es que la presentación que va a hacer descansa en una serie de trabajos presentados en los encuentros que veis ahí y alguno que ha añadido, que va a ser próximamente en Pekín. Y, en fin, el que pone ahí en Sidi Bouzid en Oran, creo que no era en Oran, si no recuerdo mal, sino en Túnez, en el que yo también estuve. En fin, en una serie de encuentros en los que él ha ido presentando trabajos y ha ido encontrando discusión sobre toda esta serie de cuestiones que le permiten tener una visión amplia sobre la investigación en comunicación en África. Alors, le premier constat que nous pouvons faire est que l'Afrique en général, le continent africain, était souvent un continent laissé pour compte, alors que parallèlement sur le terrain bouillonne toute une série d'expérimentations autour des technologies de l'information et de la communication, au-delà même de toutes les prévisions. Et j'y reviendrai quand on parlera de l'essor, de l'explosion même on pourrait dire, de la téléphonie mobile. Les recherches sur ce terrain sont de plus en plus innovantes, mais encore relativement rares et surtout peu référencées, pas assez connues justement. Et parallèlement, pendant que se développent ces recherches, nous continuons à voir toute une série de représentations totalement erronées et très souvent déterministes dans les médias du Nord en particulier. L'exemple récent des supposés printemps arabes est là pour l'illustrer. Vale, dejo un petit moment. Vamos a ver, viene a decir en síntesis, intento hacer una síntesis de lo que está diciendo, no lo reproduzco todo naturalmente, no soy traductor, jurado, que en África digamos que se está produciendo una explosión de las comunicaciones. Si habéis tenido ocasión de visitar aquellos países, veréis que hay, por ejemplo, en materia de telefonía móvil y en algunos otros campos, una explosión. Es decir, prácticamente toda la sociedad está conectada gracias a la telefonía móvil, ¿no? Al mismo tiempo que se produce esa explosión, se está empezando a hacer un cierto nivel de investigación, a veces muy innovadora, pero casi siempre condicionada. Si alguno habéis entendido alguna cosa mal, me ayudáis a traducir, a corregir, ¿vale, Salvador? Que se me van un poquito las cosas. Va bien la cosa, ¿no? Gracias. Y lo digo también por vosotras. Demasiado condicionada la investigación por, digamos, estereotipos sobre África y sobre la comunicación y criterios sobre África y sobre la comunicación del norte, es decir, de Europa y de los Estados Unidos de América, que dificultan entender cómo son de verdad las cosas. Por ejemplo, el ejemplo más notable que él ha puesto es el de la primavera árabe, que hemos visto en Europa como una primavera árabe, y en fin, los resultados son no exactamente esperanzadores, o no siempre esperanzadores. ¿No? Okay. Oui. Alors, je voudrais articuler mon propos en 4 points. Le premier me permettra d'explorer l'hypothèse, est-ce que le Web 2.0 constitue ou pas un espace libératoire d'interaction inédite. Premier point. Change. Sí, le change. Ah oui, pardon. Oh, je voyais ça. Vale. Le deuxième point, j'essaierai de voir, est-ce qu'on a souvent parlé à propos du continent africain de fracture numérique. Est-ce que les analyses en termes de fracture numérique sont toujours pertinentes?
Le troisième point, on nous parle de plus en plus, grâce aux technologies de l'information et de la communication, d'une self-culture. Est-ce qu'on peut effectivement voir là des facteurs de libération? Et le dernier point, par rapport aux médias dominants, est-ce que les grilles d'analyse sont toujours pertinentes en termes de manipulation et en termes de domination? Voilà 4 points que je voudrais développer. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les développer, mais en tout cas, je pense qu'il valent le coup au moins de s'arrêter en termes de thèmes. Bueno, los 4 aspectos que él quiere tocar, que son reflexiones de fondo, son los 4 que están ahí más o menos recogidos. Uno, por ejemplo, eso también se está discutiendo en España, la web 2.0, que parecía que nos iba a proporcionar aquí la democracia inmediata, la liberación, el empoderamiento, etcétera, etcétera, empowerment, etcétera, ¿es de verdad liberadora o no? Segundo, la brecha digital. ¿Sabéis lo que es la idea de la brecha digital? Es decir, la distancia que hay entre los que están y los que quedan excluidos, de los que introducen contenidos y los que no introducen. Por ejemplo, entre los ancianos en España, por así decirlo, y los jóvenes. Bueno, ya está. Las 4 preguntas, digo, porque no voy a no voy a entretenerme mucho en las traducciones cuando de hecho están prácticamente reflejadas ahí. ¿Vale? Okay. Je vais donc aborder le premier point. Est-ce qu'on peut parler du Web 2.0 comme étant un espace libératoire d'expression inédite? Dès le milieu de la première décennie du 3e millénaire, de nombreux auteurs ont parlé de l'élargissement potentiel du cercle des preneurs de parole. Alors justement, à partir des travaux, nous avons observé qu'avec les technologies de l'information et de la communication, un certain nombre de citoyens qui autrefois n'avaient pas accès à l'expression publique pouvaient aujourd'hui développer certaines formes d'expression publique. C'est le cas, par exemple, on l'a vu, de pratiques inattendues, de gens illettrés qui savaient pourtant utiliser les technologies de l'information et de la communication, ou de personnes en voie de désocialisation qui déploient ruse et inventivité pour parler effectivement comme Michel de Certeau. C'est le cas des femmes, que les pratiques de blog peuvent inscrire à la fois dans le temps court de la contestation et aussi dans le temps long de la culture. De nombreux travaux nous l'ont montré. C'est le cas aussi des migrants, dont les forums deviennent des éléments de capital social collectif, beaucoup plus ouverts que les courriers sur format papier adressés aux familles, qui très souvent sont mélioratifs. C'est le cas aussi des jeunes pour qui Internet peut être à la fois un outil d'appartenance et d'apprentissage social en même temps, et un levier de contestation. C'est le cas aussi, on l'a vu, d'entreprises marchandes qui voient opportunité de bonne gouvernance, de transparence et de performance. Bueno, me imagino que habéis podido entender lo que más o menos la transparencia refleja, y es que hay una serie de casos de prácticas sociales, de fenómenos sociales que evidencian que la web 2.0 está contribuyendo a generar, por así decirlo, libertad y está ayudando a incorporar a los espacios de comunicación pues a una serie de personas tradicionalmente alejadas. Por ejemplo, hay ciudadanos analfabetos que no saben leer y escribir y sin embargo sí saben usar las tecnologías digitales. Por ejemplo, el teléfono móvil por los pastores de estos países de África o incluso de nuestros campos, ¿no? Las mujeres que están liberándose, por así decirlo. Es relativamente interesante, curioso ver cómo en países, por ejemplo, musulmanes, donde hay harén y hay un confinamiento de la mujer en ciertos espacios, se quiebra. Todo esto lo añado yo, o son ejemplos que pongo yo, por alguna investigación que yo he hecho por ahí, ¿no? En fin, quiero decir que hay un montón de datos que aportan una visión optimista, digamos, de los medios, de los nuevos medios digitales. Tout cela participe de ce que j'appelle un expressivisme social, lequel réactive toute une série de discours de ce qu'il faut appeler une idéologie réticulaire. Alors, les éléments sur lesquels s'appuie cette idéologie sont d'abord l'idée que la construction d'une identité pour soi procède d'une communication pour autrui. Elle procède également de ce qu'on appelle une interpénétration des espaces, espaces privés, espaces publics. On voit aussi toute une série de novations où la construction, par exemple, de la notoriété publique
se fait sur la base de la high frequency politics, d'où la question qui très souvent est résolue par l'affirmation un peu trop rapidement pour la recherche. Les technologies de l'information et de la communication apparaissent comme outils par essence du changement social et on parle en même temps de réduction de la fracture numérique. Voilà des questions qui, pour la recherche, posent problème lorsqu'on y répond trop rapidement. Alors, premier point, est-ce qu'on peut parler d'une réduction de la fracture numérique? A priori, oui. A priori, oui, parce que, effectivement, même en Afrique, nous savons que la fracture numérique en termes d'accès reste un problème. Et tous ceux qui vivent de façon permanente ou de façon régulière, comme moi en Afrique, sont régulièrement confrontés à des difficultés pour, ne serait-ce atteindre Internet, ou même lorsqu'on a la liaison. Nous sommes confrontés au bas débit, nous sommes confrontés à toutes ces périodes de délestage. Donc certes, la fracture numérique peut exister en termes d'accès. Mais nous voyons de nouvelles lectures de la fracture numérique qui ne sont plus en termes d'accès, mais plutôt en termes d'analyse des pratiques. Nous distinguons de plus en plus des pratiques occasionnelles, ponctuelles, qui font office de divertissement, et à côté de cela, des pratiques organisées, structurées sur le long terme, et on voit que là, la fracture numérique peut se poser en termes d'usage. Vale. Todas estas son preguntas un poquito de fondo, tiene una reflexión de cierta envergadura detrás, que no sé si estáis pudiendo seguir suficientemente, ¿no? Entonces, por ejemplo, respecto de la brecha digital, el concepto de brecha digital está claro, ¿no? Perdonadme si os ando preguntando, ¿no? El concepto de brecha digital está claro. Es decir, pero en su opinión fundada, ya no hay tanto una brecha digital respecto del acceso. Prácticamente todo el mundo puede acceder a los medios digitales. Se han universalizado. Os digo que antes en África no hay casi ciudadano que no disponga de un teléfono móvil con más, a veces sin tarjeta siquiera, pero en fin, con más o menos posibilidad de conexión, ¿no? Ya no es tanto el problema de la fractura en la posibilidad de acceso, casi todo el mundo, la fractura no, la brecha, la fractura lo llaman ellos, como en el tipo de prácticas que se mantengan. Es decir, la diferencia principal será en algunas personas que usen ocasionalmente por algunas cosillas los medios digitales y la brecha con los que lo han incorporado plenamente a su vida cotidiana. Por ejemplo, cualquiera de nosotros que se levanta uno con el teléfono móvil viendo las noticias y se acuesta uno con el teléfono móvil viendo lo último que nos están dando la lata a mí cada noche. ¿Vale? Esa es la diferencia básica a su juicio. Alors, exemple, on parle de plus en plus maintenant d'une Afrique qui peut présenter certains taux de croissance dont rêveraient d'autres pays, mais les travaux sur le terrain montrent que la nouvelle économie, et je mets des guillemets pour mon ami Serge Balima quand je parle d'économie, la nouvelle économie profite d'abord à des élites qui sont dotées d'un capital culturel. Autre exemple, l'évaluation de la qualité de l'information pour certains praticiens, certains usagers, se fait souvent a posteriori, après une expérimentation souvent dramatique. C'est-à-dire c'est après en avoir subi les effets parce qu'on ne les maîtrise pas qu'un certain nombre d'acteurs peuvent évaluer l'information. Et puis on voit que pour certains usages triviaux, les contraintes restent encore très nombreuses. Donc ceci nous invite en tant que chercheurs à être très nuancés dans nos conclusions sur la fracture numérique. On nous parle aussi d'une self-culture, c'est-à-dire grâce à cette information numérique, grâce au Web 2.0, nous rejoindrions la communauté des égaux. Nous deviendrions donc tous égaux maintenant. Or, ce qu'on constate, et on le voit notamment en Afrique, c'est que ce Web 2.0 consacre aussi l'ouverture de nouveaux procédés propagandistes. Par exemple, on va voir, et je crois que l'exemple nous vient du Cameroun, où le président Paul Biya maintenant communique par SMS directement avec les citoyens. On voit des téléévangélistes qui aujourd'hui investissent les médias sociaux au nom d'une théologie spontanée. Donc on voit que là, il y a effectivement toute une série d'acteurs qui investissent de manière structurée sur le long terme, et on ne peut pas parler de ce fait de communauté des égaux. Autre exemple,
bien connu, l'arnaque par chat, où nous voyons effectivement un certain nombre de pratiques qu'on peut qualifier de criminelles, qui se servent justement des disponibilités et des ouvertures consacrées par l'information numérique. Está intentando ofrecer ejemplos alternativos respecto de las teorías, digamos, utópicas o las visiones más optimistas sobre el uso de los nuevos medios. Está diciendo como, por ejemplo, una serie de actores sociales, por ejemplo, el presidente de Camerún, que se dirige a sus ciudadanos mediante SMS, mediante mensajitos que manda, o los televangelistas que están haciendo, no solo en televisión, sino a través de los nuevos medios, están adoctrinando, iba a decir, diremos, evangelizando, o procurando evangelizar a la población. O cómo hay una serie de prácticas criminales desarrolladas gracias a las nuevas tecnologías. Eso por contraposición a la visión más utópica. ¿No? Il nous faut aussi prendre en considération le fait, pour sortir de cette illusion d'une communauté des égaux, le fait que l'adhésion à un dispositif technique est aussi dépendant du cadre d'exercice qui est établi par des acteurs dominants. Et on le verra par exemple au niveau des opérateurs de la téléphonie, combien effectivement ce cadre peut avoir une influence dont on ne sait pas déterminer à la profondeur, comme l'a dit notre ami Missé tout à l'heure, mais qu'on ne peut pas non plus évacuer. Il y a effectivement des dispositifs qui sont contraints et qui sont mis en place pour favoriser les intérêts des dominants, et notamment des opérateurs de la téléphonie. Sí, está intentando contradecir esa visión de una comunidad de personalidades que se mantiene y se manifiesta a través de la red. Es una representación, como dice aquí en la última parte de su transparencia, abajo del todo dice, la representación tenaz es que el ciudadano es el rey y se comunica en una comunidad de iguales. Eso es un mito, en pocas palabras. Es una discusión que de cierta envergadura se produce frente a las visiones utópicas respecto de las nuevas tecnologías, que tanto éxito han tenido, ¿no? À partir de là, il y a deux pièges contre lesquels il faut se prévenir. Le premier, c'est celui de l'illusion effectivement d'une communauté des égaux, et le deuxième, ce serait aussi une lecture complètement opposée, qui serait une lecture en termes de complot des dominants. En pocas palabras, hay dos visiones cada vez más desarrolladas, probablemente se querrá poner en una posición intermedia. Una, la visión utópica de los medios de comunicación digitales como los portadores de una comunidad de iguales en la que cada ego se expresa con el empowerment y estas ideas con tanto desarrollo hoy, y otra contraria, que es la del complot, la mano negra, la conspiración profunda que nos mueve a través de Internet, ¿vale? Alors je vais aller rapidement sur ce deuxième thème du complot. On constate effectivement sur le terrain que les usages sont ambigus, inégaux, mais ils peuvent constituer aussi des ressources pour la personne, des ressources en termes d'intégration sociale, en termes de promotion économique, en termes de recomposition familiale. Certes, il y a des cadres contraints, mais nous voyons aussi de nombreuses ruses de la part des usagers pour contourner effectivement ces cadres. Et au final, je vais très vite pour dire que la grille de la manipulation est une grille qui est peu soucieuse de la complexité des rapports de tous ces professionnels du travail symbolique ou des usagers simplement par rapport à leur activité. C'est bon ? Alors, quelles contributions peuvent nous offrir tous ces travaux à l'affinement des concepts et des théories ? Premier point que je vais traiter rapidement, c'est des lectures beaucoup plus affinées que ce qu'on avait jusqu'ici de ce qu'on appelle, de ce qu'il est convenu d'appeler l'espace public. Deuxièmement, la question de la supériorité des médias sociaux, qui est à discuter effectivement pour le changement social par rapport aux médias classiques. Mon ami Missé déjà nous a offert une piste en nous disant qu'il ne faut pas les voir de manière contradictoire, mais très souvent de manière complémentaire. Premier élément donc concernant l'évolution de ce concept d'espace public. D'abord, nous constatons que les réussites, entre guillemets, de ces échanges sont d'abord dépendants des codes culturels préexistants, des représentations sociales, des catégories de pensée prédominantes dans les lieux d'interprétation. Deuxième point, nous pouvons parler d'une transformation plutôt que d'un affaiblissement du lien social. Troisième point,
nous pouvons aussi parler d'une conception dynamique et plurielle de l'espace public, quand autrefois on en parlait de manière monodirective. Enfin, il nous revient d'interroger ce que nous appelons espace public, lorsque par exemple des travaux nous montrent le rôle que peuvent jouer les diasporas. Et il y a déjà quelques années, Georges Ballandier nous avait appris à lire cette construction des sociétés politiques en parlant en termes de construction du dedans et construction du dehors à la fois. C'est bon? Oui. Donc Internet... Más o menos entendéis la traducción porque... Internet, les quelques synthèses qui commencent à être faites à partir des expérimentations et des travaux de terrain, notamment en Afrique, sur l'Afrique et avec l'Afrique, et de plus envisagé comme étant une opportunité d'élargissement de l'interactivité, beaucoup plus que d'une installation rapide de la démocratie. Et toutes les convocations en termes de transition démocratique ont toutes montré en fait leur vanité et parfois l'innocence de leur projection. Les travaux nous montrent que, par exemple, Internet peut aussi être le terrain d'usage répressif. Pardon, si tu peux parler en anglais parce que yeah? la Okay. traduction c'est pas très bonne. A lot of works show that it's possible to understand Internet not only as a tool for liberation, but a way that dominant power use in order to be present and to be dominant on the public sphere. We speak about in the same times of autonomous sphere. For example, a lot of works show that to be autonomous, is it really to have a power, an influence power, or to be more marginalized? Si tu préfères parler en français. J'essaie de jongler entre les trois. ¿Qué lengua preferís, más o menos? ¿Qué lengua seguís? Marginalisé. Francés, ni una ni otra. Marginalized. Ok, thank you. Merci. Français. Français. Préfère français. Oui. Dernier point. Est-ce qu'on peut parler de juxtaposition des médias ou d'effacement d'un média aux dépens d'un autre? En fait, ce que nous observons sur le terrain, c'est que les médias sociaux ne font pas disparaître d'autres dispositifs de communication. Par exemple, les dispositifs traditionnels, c'est-à-dire non pas ce qu'on appelle les médias sociaux, non pas ce qu'on appelle les médias classiques, mainstream media, mais des médias traditionnels. Par exemple, on a vu chez les Warfala en Libye des modes traditionnels beaucoup plus efficaces qu'Internet pour permettre l'échange. Nous constatons aussi que... Sí, más o menos lo que está diciendo es que los medios, nuevos medios, ni han hecho desaparecer la función de los medios clásicos tradicionales tipo televisión, ni menos aún la existencia todavía de una serie de medios profundamente arraigados en las culturas de allí, como por ejemplo los ejemplos que estáis viendo ahí, que siguen produciéndose, lo mismo que ahora estamos comunicando de viva voz, por cierto, también, ¿no? Es decir, que hay una coexistencia de medios. Pardon. Nous constatons aussi que l'ouverture à des formules numériques, par exemple un site, peuvent relever de ce que nous appelons la démocratie événementielle, c'est-à-dire le site en soi ne change en rien les modalités de l'échange, toujours directives, mais l'essentiel est de faire événement, de montrer donc qu'on a un site comme si l'existence du site valait par définition échange, discussion, débat. Enfin, nous avons observé que les acteurs ont des pratiques mixtes. Ils peuvent à la fois développer leur communication sur des médias sociaux, dans le même temps essayer d'atteindre des médias traditionnels, y compris transnationaux, pour renforcer leur visibilité. C'est ce que nous appelons l'effet ricochet. Alors, je ne vais pas développer tous les travaux qui ont été faits justement sur les ruses que développent les islamistes
pour renforcer leur visibilité, usant aussi bien des médias sociaux que des médias traditionnels ou des médias classiques. Enfin, le dernier point. Está claro lo que está diciendo. Okay. Cómo se sirven de todos los medios necesarios para reforzar su visibilidad. Por ejemplo, los islamistas, el Estado Islámico famoso, por ejemplo. Le dernier point que je voulais développer, c'est justement cette idée selon laquelle les médias sociaux seraient supérieurs, seraient plus efficaces que les médias antérieurs pour le changement social. Nous avons des tas d'exemples et je vais prendre un exemple qui se passe justement dans cette Afrique subsaharienne. Nous avons observé le comportement de certaines populations, par exemple les Baguéli et les Baka, à qui on confie des vidéos participatives. Dans un premier temps, comme ils construisent aussi les contenus, cela fonctionne. Et puis très vite, ils vont abandonner ces médias participatifs. Alors on s'est demandé pourquoi. On s'est aperçu que les médias classiques gardent toujours énormément d'attractivité, quand bien même ils sont décriés. On s'aperçoit que l'attractivité est variable selon le degré de marginalisation de ces populations dans les médias classiques. Et on s'aperçoit que les médias dits participatifs ne résolvent en rien la question des divisions, la question des inégalités au sein de ces populations. Ceci pour conclure, les médias sociaux n'indiquent pas le sens a priori. Ils peuvent effectivement favoriser l'inclusion sociale, ils peuvent aussi la décourager et ils peuvent exercer des effets dans les deux sens en même temps. Donc l'analyse des médias sociaux ne peut en aucun cas faire l'économie du contexte général, y compris en incluant les médias dits classiques. Et quand on travaille sur l'influence des sites diasporiques, c'est très difficile de mesurer l'influence. Ce que nous avons observé, c'est que l'imputation devient de plus en plus complexe. Dire quel acteur a une influence et dans quelle mesure il a cette influence devient aujourd'hui une mission quasiment impossible, tant nous devons intégrer effectivement la complexité de toutes les sociétés que nous abordons. Par exemple, pour conclure... Non, que je dis que tu devrais conclure. Parce que oui, justement, je conclue. Dernier slide. Il nous faut peut-être nous méfier de ces habitudes qui sont souvent véhiculées dans les espaces publics, selon lesquelles le populaire serait une extériorité absolue vis-à-vis des médias classiques. Il y aurait d'un côté des médias sociaux qui seraient populaires, où les populations peuvent s'exprimer, et des médias classiques qui, par définition, auraient oublié effectivement ces populations. Je reviens par exemple aux travaux de Jesus Martín Barbero, qui nous a appris à lire des mécanismes d'imbrication, comme il le dit, conflictuels. Alors, je ne rentre pas plus dans le détail, si ce n'est pour rappeler qu'il y a des phénomènes de coopétition entre médias sociaux et médias classiques, c'est-à-dire tout en étant en compétition, il y a aussi des accords de coopération qui se mettent en place. Et en conclusion, je dirais que d'abord, premier point, conclusion. La déconstruction doit être entreprise de notions trop rapidement consensuelles. Par exemple, hier, on nous parlait de société de l'information ou société de communication. Aujourd'hui, nous sommes en train de déconstruire le concept de diversité culturelle, entendu au sens de pluralisme. Il nous faut aussi déconstruire la référence à la communauté des égaux supposée portée par les médias sociaux aujourd'hui. Il nous faut également recentrer... Un segundito. Lo que está diciendo, toda esta intervención que habéis entendido, aunque hubiera alguna dificultad de traducción, es que estos conceptos de visión utópica respecto de los nuevos medios han demostrado ser no necesariamente correctos, y propone a continuación que, igual que antes se ha deconstruido, es decir, se ha hecho una crítica profunda del concepto sociedad de la información, que tiene una lectura de clase, una lectura nacional, etcétera, igual que después, durante los últimos 2 o 3 años, se ha deconstruido el concepto de diversidad cultural, que es un concepto muy utilizado políticamente para defender intereses, por ejemplo, nacionales franceses o nacionales españoles,
pero al mismo tiempo que que no se usaba internamente. Es un concepto que se ha deconstruido, se ha evidenciado que respondía a intereses concretos de sectores concretos y se hablaba de diversidad cultural. Él tiene un libro sobre cómo, por ejemplo, Orange, antes France Telecom, yo parlo de todo el libro, Orange, antes France Telecom, habla de diversidad cultural, cuando es una empresa pues, que ha llevado el suicida a montones de sus trabajadores. Quiero decir, son conceptos interesados. Y él propone ahora también, creo que con razón, de construir el concepto de nuevos medios. De comunidad de iguales, esa supuesta comunidad democrática y de construcción del sentido y de la democracia participativa, etcétera, a partir de los nuevos medios. ¿Vale? Bref, il nous apparaît nécessaire maintenant de recentrer les enjeux, d'abord à l'échelle planétaire, car parfois des monographies ne nous permettent pas de comprendre toutes les logiques, y compris des logiques dominantes à l'échelle planétaire. Et en même temps, il ne s'agit surtout pas d'oublier les enjeux locaux, donc éviter à la fois le localisme, l'exotisme, et en même temps se méfier de toute théorie générale explicative de tout. Et donc pour cela, la proposition est de relire les cadres d'analyse qui nous ont d'abord inspirés, les cadres d'analyse essentiellement européens et nord-américains, qui ont vu naître une majorité des outils de saisissement du terrain et la confrontation à laquelle nous sommes régulièrement habitués, tous les quatre, nous permet aujourd'hui de conclure que lorsque nous nous rencontrons, nous nous apportons tous les uns et les autres. Il n'y a plus un maintenant qui fournit les outils et l'autre qui fournit le terrain. Et j'ai hâte de voir nos prochaines rencontres de terrain. Nous allons à nouveau confronter à la fois nos concepts, nos théories, nos méthodes et nos conclusions. Bueno, pues estaba en la transparencia. Si queréis, dejamos, on laisse le débat pour un peu plus tard, parce que no tenemos mucho tiempo. Queda por intervenir Serge Théophile Balima, que me dice que si le decimos que 20 minutos, los hace clavados. Así que Serge, 20 minutes à peu près. Ok. Il faut qu'il... Serge Théophile Balima, hemos dicho que es catedrático de la Universidad de Ouagadougou, en Burkina Faso. Ok. On va aller vite. Bon, bonjour tout le monde. On va aller relativement vite. Je tâcherai d'être assez bref. En 20 minutes, je vais essayer de résumer tout ça. Donc on peut passer, il n'y a aucun problème. Alors je vais intervenir sur deux aspects. D'abord la perspective de la recherche dans le laboratoire que je dirige au Burkina Faso. Et ensuite, je donnerai les domaines d'application de la communication pour le développement. Alors, donc, dans ce laboratoire, nous avons deux axes de recherche, essentiellement. C'est le laboratoire qu'elle dirige, la faculté de Ouagadougou. Voilà. Alors, le premier axe travaille sur l'information, les médias et les sociétés. Et dans ce premier axe de recherche, on travaille sur la sociologie du journalisme, la problématique de la régulation des médias dans un contexte de processus démocratique. On travaille aussi dans cet axe-là sur les nouveaux médias et les réseaux sociaux dont Kabedosh a parlé tout à l'heure. Et le deuxième axe porte sur la communication organisationnelle et le développement. Alors, dans ce second axe, nous essayons de faire des recherches sur les usages et les usagers des nouveaux moyens de communication. Et dans cet axe aussi, on travaille sur la relation qu'il y a entre la culture ou les cultures et la communication. Et on travaille aussi sur les moyens de communication de la société traditionnelle endogène et les différentes mutations sociologiques de notre temps. Dans cet axe aussi, on aborde les questions de l'appropriation des technologies de l'information et de la communication en milieu rural et les transformations sociales.
Dans cet axe aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'intéresse aux approches horizontales dans l'utilisation de la communication pour le développement. Ça veut dire quoi, l'approche horizontale? L'approche horizontale, c'est-à-dire la communication interactive, qui engendre la participation communautaire. Alors, il faut dire que l'épistémologie de la recherche en communication est encore faible en contexte africain, comme l'a souligné tout à l'heure le professeur Missé. Donc, il y a un travail d'orientation et de formation qui s'impose pour consolider la production du savoir dans le domaine des sciences de l'information et de la communication. Nous pensons qu'à l'expérience, il faut circonscrire le terrain de la recherche sur un terrain précis. Comme le disait tout à l'heure le professeur Kabedosh, il faut éviter les généralités. C'est parce que l'Afrique, c'est un continent, c'est vrai, mais en même temps, l'Afrique est très diversifiée dans ses composantes. O sea, que hay que precisar, porque África es enorme y no se puede decir la comunicación en África, sino que es un continente entero, claro, con infinidad de culturas. Alors, une autre question aussi, c'est est-ce qu'il faut une épistémologie de la recherche africaniste? On se pose cette question de plus en plus parce que le savoir qui est produit dans le monde occidental, dans les pays du Nord, sur l'Afrique, on qualifie ce savoir-là d'africaniste. Mais de plus en plus, nous, chercheurs africains, nous avons tendance à remettre cela en cause. Por traducir un poquito, otro punto de interés, ¿no? Se plantean si es necesario adoptar un punto de vista, una epistemología propia africana, hecha por africanos, porque dice que muchas veces los estudios sobre África hechos en Europa dicen que son africanistas y supuestamente reflejan el punto de vista de los africanos, pero eso no es así. Parce que nous considérons que le positionnement du chercheur ne peut pas être totalement exclu. C'est-à-dire sa culture, ses convictions, ses croyances peuvent interférer dans ses recherches. Es decir, que siempre el punto de vista subjetivo, necesariamente, las raíces culturales del investigador van a pesar en la investigación, inevitablemente. Por eso proponen, probablemente, hacer una epistemología, un punto de vista estrictamente africano, ¿no? Alors, dans le même ordre d'idées, les chercheurs occidentaux considèrent que la proximité des chercheurs africains avec leur terrain de recherche fait qu'ils ont tendance à penser que nos recherches sont biaisées. Donc, voilà, sont biaisées, c'est-à-dire sont influencées ou ne sont pas objectives. Voilà. Bueno, que piensan que les chercheurs européens, ils pensent que ne sont pas objectifs de votre recherche, voilà, que sont basés sur le terrain. Voilà. Vale, pues más o menos, no sé si habéis entendido, que piensan los investigadores europeos o americanos, noramericanos, que la investigación que se hace en África no es una investigación objetiva, porque es una investigación condicionada a su vez por el punto de vista africano, por las prácticas, costumbres y creencias arraigadas entre los africanos. Alors, ce qui veut dire qu'il y a aussi des considérations politiques dans l'épistémologie. Alors, donc, la question que nous nous posons, c'est, alors, nous avons l'habitude d'importer les théories qui sont construites dans les pays du Nord pour essayer de comprendre la réalité de nos propres terrains africains. Sí, todo esto requiere, además, como la traducción tampoco es del todo buena, que tampoco es mía, por cierto, pues requiere un leve comentario, ¿no? El problema está en que, digamos, los europeos o el norte exporta también el sentido de interpretación de las cuestiones. Y ellos se ven obligados, no hay una producción teórica autóctona hecha en África, y se ven obligados a importar teorías, igual que se importan lavadoras o coches, se ven obligados a importar teorías para interpretar su propia realidad. Pero esas teorías no se adecuan de toda la realidad, me anticipo. Alors, une autre question que nous nous posons dans la recherche, c'est est-ce que la société de l'information, est-ce que cette société et puis la mondialisation, est-ce qu'elles ont des effets sur les pratiques culturelles en Afrique? C'est une question que l'on se pose. Una de las preguntas de investigación es la que hay por las preguntas que ellos se hacen en la investigación. Es que tiene efecto, tiene esta sociedad de información global, digital, etcétera. ¿Está cambiando los modos y prácticas culturales en África, las formas de ser cultural? ¿Vale?
Alors, par exemple, quel sera le devenir de l'oralité qui caractérise les sociétés africaines? Quel sera est-ce que c'est l'individualisme qui va prendre le dessus sur les sociétés traditionnelles? Ce sont des questions que nous nous posons. Por ejemplo, ¿afecta la globalización a esa tradición oral profundamente importante en las sociedades africanas o a ese antiindividualismo que, a diferencia de las sociedades gringas, que son solos y aislados, a los 18 años se van de casa y ya no vuelven, y ahí son profundamente familiares, de familia extens, ¿vale? Se preguntan, ¿está cambiando la sociedad de la información estas raíces de las sociedades, raíces culturales de las sociedades africanas? Alors, un autre axe aussi que le professeur Kabedosh a abordé, c'est en fait la nouvelle communication publique. Cette nouvelle communication publique est aujourd'hui caractérisée par les réseaux et les médias sociaux. Et beaucoup d'acteurs de la société civile africaine se sont accaparés ces nouveaux moyens de communication pour essayer de se battre et défendre des idées, défendre des valeurs, défendre des droits humains et faire avancer la démocratie. Mais la question que l'on se pose, est-ce que ça va réellement engendrer un changement social? Bon. Alors, pour en fait terminer là-dessus, pour le second point que nous voulons aborder maintenant, c'est les domaines d'action de la communication pour le développement. Alors, en Afrique, on a essayé d'utiliser la communication pour accompagner le processus de développement à travers les projets et les programmes de développement. Et cette communication va intervenir dans plusieurs domaines. Il y a d'abord celle qui est axée sur les changements de comportement. Parce qu'on considère que le changement social et le changement individuel, ce sont les deux faces d'une même médaille. C'est-à-dire, c'est par exemple la communication pour la santé, par exemple, nécessite un changement de comportement individuel et un changement de comportement collectif. Il y a également la communication qui est axée sur le changement social, qui préconise le dialogue comme étant un élément essentiel dans la participation et l'accès à l'information. Par exemple, les communautés peuvent échanger des informations sur des savoir-faire et sur des expériences dans des domaines spécifiques du développement. ¿Qué está queriendo decir? Que no se limite, que esta comunicación vinculada con el cambio social cada vez más está planteando los diferentes campos de trabajo, primero de su laboratorio y ahora la comunicación para el desarrollo en África, ¿no? Y lo que está diciendo es que cada vez más se recomienda que no basta con programas de comunicación que digan cómo hay que hacer las cosas, que hay que lavarse las manos, por así decirlo, yo qué sé, o usar preservativo, o lo que en su caso sea, sino al mismo tiempo apoyarse en el diálogo para conocer cómo penetran esos mensajes y cómo se vinculan con las raíces culturales, por así decirlo. ¿Vale? Il y a aussi la communication qui est axée sur la promotion des idées. La promotion des idées, c'est par exemple comment utiliser la communication pour influencer le climat politique, pour influencer les décisions concernant les programmes et pour influencer aussi les normes sociales. Parce qu'en Afrique, il y a aussi certaines normes sociales qui sont incompatibles avec le développement. Par exemple, on a ce qu'on appelle l'excision, que l'Europe ne connaît pas, et nous pensons qu'on peut utiliser la communication pour sensibiliser les acteurs de la communauté sur, pour les femmes quand on leur coupe le clitoris. Voilà. Ablación. Voilà, ablation. Voilà, c'est ça. L'ablación. Voilà. Il y a aussi la communication qui est axée sur, on va dire, le soutien et le renforcement de l'environnement médiatique favorable. Parce qu'on considère que les médias peuvent être utilisés dans le bon sens, c'est-à-dire pour soutenir l'expression démocratique. Et là aussi, la communication peut aider à sensibiliser dans ce domaine-là. Il y a aussi l'utilisation de la communication qui est axée sur la défense des droits humains. Parce que souvent, dans nos contextes africains, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour défendre les droits humains. Par exemple, le droit des enfants, le droit des femmes, le respect, mettons, des prisonniers, par exemple, etc. Donc, autant d'aspects qui peuvent être développés par la communication.
Alors, il y a aussi la communication qui est axée sur le développement des capacités d'appropriation même du développement. Parce que souvent, nous sommes dans des situations où les communautés ont besoin de compétences nouvelles pour pouvoir soutenir le changement. Elles ont besoin de compétences nouvelles pour se mettre ensemble, pour agir ensemble contre les préjugés et agir ensemble pour défendre l'égalité, par exemple, de chances au niveau de l'éducation, par exemple. Vale, un campo de actuación, esto supongo que lo habéis entendido también, un campo de actuación de la comunicación para el desarrollo no es solo procurar promover el cambio, lanzar ideas nuevas, por ejemplo, la ablación, es un decir, sino proponer que la gente adquiera o conseguir que la gente adquiera competencias, es decir, habilidades, conocimientos perdurables y habilidades técnicas que permitan que luego el desarrollo se lleve a cabo. O sea, que no es una acción directa sobre el desarrollo, sino de reforzamiento de competencias, ¿no? Il y a aussi la communication qui est axée sur la durabilité de l'environnement, parce que souvent dans nos sociétés traditionnelles, on pense que la nature est un don de Dieu et qu'elle peut se régénérer elle-même sans intervention des êtres humains. Et la communication justement vise à montrer que en réalité il y a l'effet, ce qu'on appelle les effets anthropiques, c'est-à-dire les effets de l'homme sur la nature, et on amène les communautés à préserver l'environnement pour que les ressources soient durables. Bueno, convencer a la población, porque ahí hay mucha tradición de pensar que la naturaleza es un don de Dios que se regenera automáticamente. Pero claro, sabemos bien que eso no es así. Entonces hay que, por así decirlo, crear conciencia ecológica para cambiar convicciones tradicionales, ¿no? Alors, et pour relever tous ces défis, nous pouvons être un peu optimistes en Afrique parce que nous nous sommes rendus compte de plus en plus que les organisations internationales se réfèrent de plus en plus à la communication pour le développement dans leurs activités. C'est le cas par exemple de l'UNICEF qui utilise la communication pour le développement, c'est le PNUD, la FAO, l'Organisation internationale du travail, l'OMS, la Banque mondiale, etc. Donc toutes ces organisations internationales sont de plus en plus impliquées dans l'utilisation de la communication pour le développement. Alors, en conclusion, on peut dire que la communication pour le développement prend de plus en plus d'importance dans le contexte africain. C'est pourquoi toutes les organisations, les institutions publiques et même certaines institutions publiques, les organisations non gouvernementales, les associations utilisent de plus en plus la communication pour le développement pour promouvoir le développement social et promouvoir le bien-être des populations africaines. Merci. Vale. Bueno, pues que se está comprobando, aunque antes se haya puesto en cuestión el problema de la medición de los efectos concretos, se está comprobando la importancia tremenda de la comunicación para el desarrollo en las sociedades africanas, de manera que cada vez más actores sociales en un sentido amplio se implican en su desarrollo. Merci termina diciendo que significa gracias, como bien sabéis todos. Ha tenido la... ha tenido la amabilidad de hacer su intervención muy breve, tenía 82 transparencias, me había enviado, dije, por favor, comprímete. Y bueno, yo no sé si os sentís con ganas, en condiciones de plantear algún tipo de diálogo sobre estas cuestiones que nos han ido planteando nuestros colegas. Yo os puedo asegurar que ha habido algunos problemas de traducción, el francés no es una lengua que tengamos mucho hábito para trabajar entre nosotros, supongo que eso produce cansancio, es difícil seguir, pero ha sido, en mi opinión, que sí tengo facilidad para el francés, pues ha sido un lujo. Han dicho cosas francamente interesantes de mucho nivel, ¿no? Si alguien quiere realizar alguna intervención... Can we clap for you, the translator? Okay. Bueno, pues ya está. Lo que hay, hemos traído a 3 grandes especialistas en la comunicación en África. Hay quizá dificultades de lenguaje y dificultades también de comprensión del marco teórico, porque no siempre se trabaja en Europa adecuadamente la comunicación para el desarrollo, no hay las mismas críticas epistemológicas que se hacen allí, que son muy interesantes. Y entonces lo único, a vosotros las gracias por el esfuerzo de seguir esto en medio francés, inglés, español,
y a ellos por su amabilidad por venir a estar un ratito con nosotros, que se ha pasado, a mí por lo menos, que he estado trabajando muy rápidamente, ¿no? Ya está. Merci bien, a la próxima. Voilà. Okay. La próxima. Au revoir.